le plus tard possible lorsqu'elle ne peut plus être réintroduite dans le processus de production. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, depuis longtemps, je défends ce qu'on appelle l'impôt sur la dépense globale, c'est-à-dire qu'on laisserait au contribuable la possibilité de soustraire de l'assiette de son impôt annuel, l'impôt déclaratif, de soustraire la partie qu'il a épargnée, et bien sûr, il paierait, alors on réintroduirait dans l'assiette les rendements futurs, et il serait imposé dans la mesure où il serait consommé, et pas réintroduit à nouveau dans le processus de production. Et je suis sûr que si on adoptait ce type de réforme fiscale, eh bien nous connaîtrions une accumulation de capital beaucoup plus importante et un taux de croissance beaucoup plus élevé. Toute petite précision, parce qu'on a évoqué, pardon de reprendre la parole, mais le problème fiscal, j'ai lu lorsque tout à l'heure le professeur Salin évoquait 56% pour les dépenses publiques, des regards interrogatifs, parce que le chiffre que vous avez souvent dans les oreilles, c'est 46,7 ou 47% ou 46,5%, ça dépend des années, pour les prélèvements obligatoires. C'était bien le bon chiffre, mais attention aux mots prononcés. 56% justement les dépenses publiques versus 47% les prélèvements obligatoires, les recettes 47% du PIB, les dépenses 56% du PIB, ce sont ces 9 points de presque 2000 milliards d'euros par an qui expliquent l'accumulation depuis 37 ans pour être précis. Nous sommes à la 37e année consécutive de déficit public. Je confirme donc bien, parce que j'ai vu des regards un petit peu s'étonner, les dépenses publiques sont bien de 56% du PIB, et le professeur Salin, évidemment, avait donné le bon chiffre pour les dépenses, et c'est cet écart qui constitue les déficits sociaux et le déficit budgétaire, qu'il ne faut pas confondre là non plus, puisque les déficits de nos systèmes sociaux, c'est-à-dire de l'État-providence, est désormais supérieur et largement au déficit budgétaire stricto sensu. Ça ne veut pas dire que l'un est plus moral, moins moral, que sais-je. Il y a ce jeune homme, et puis peut-être nos professeurs ici présents aussi. Bonsoir. Donc, vous avez parlé au cours de la conférence du 19e siècle, au cours duquel les banques étaient détenues par des vrais capitalistes qui détenaient près de 50% de fonds propres. Est-ce qu'un retour à un modèle analogue est-il possible et souhaitable? Ah oui, c'est une bonne question. Je souhaiterais que ça soit possible. Qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait que, tout d'abord, on ait une épargne beaucoup plus abondante, donc que l'on libère l'épargne et qu'on ait... Vous voyez, c'est très étonnant de voir qu'actuellement, on a les fameuses réglementations qui imposent des fonds propres minimum. Alors, c'est 8%, 9%, etc. C'est dérisoire par rapport à ce qu'on connaissait autrefois. Et ça a des conséquences qui sont néfastes, parce que bien entendu tout ce qui va arriver comme fonds propres dans les banques, c'est ça en moins comme fonds propres pour les entreprises. C'est un jeu de mistigris en quelque sorte. Donc le problème, c'est pas seulement que les banques aient plus de fonds propres, mais c'est qu'il y ait beaucoup plus d'épargne de telle sorte qu'il y ait davantage d'actions de manière générale. Alors l'autre problème, c'est celui de la dimension des banques. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. On est dans une époque où il y a de très grandes banques. C'est le résultat du fameux principe too big to fail, et puis peut-être aussi d'un préjugé qui est favorable à la grande dimension, qu'on applique partout. Aux universités, par exemple, on prétend qu'une grande université est plus efficace que deux en concurrence. Bon, la concurrence est toujours bon, n'est-ce pas? Mais pour les banques, c'est pareil. J'avais fait une étude il y a pas mal d'années de ça avec mon collègue Florin Talion sur les économies d'échelle dans la banque, parce que ça nous avait été demandé par l'association des petites banques privées françaises. Et ce qui nous avait beaucoup frappé, c'est qu'en regardant toute la littérature sur ce problème, il apparaissait que finalement, il y avait de très rares activités où il y avait véritablement des économies d'échelle. Donc on pourrait très bien imaginer une situation tout à fait différente où on aurait un très grand nombre de petites banques. Mais alors, il me semble que ce qui serait optimal comme système, c'est un système où on aurait un grand nombre de petites banques, mais qui seraient éventuellement
liées entre elles par des accords spécifiques pour certaines activités où précisément il y a des économies d'échelle qui sont possibles. Et malheureusement, c'est un peu difficile parce que là encore, on a des législations, en particulier les législations sur les cartels. Alors les cartels ont mauvaise presse. Moi, je les défends parce que j'estime que c'est un système de coopération pour améliorer la production ou mieux répondre aux besoins des clients. Mais lorsque des gouvernements coopèrent entre eux, on appelle ça la coopération internationale. Le G20, par exemple, on dit que c'est la coopération internationale. Moi, j'appelle ça un cartel d'État, n'est-ce pas? Parce qu'ils se réunissent pour imposer de manière monopolistique des solutions identiques dans le monde entier. Ils prétendent en 2 jours réformer un capitalisme qui a mis des siècles de manière spontanée à se développer. Donc là, il y a un mauvais cartel. Hein. Mais les cartels privés, bien souvent, ils ont pour but justement de mettre en commun des synergies. Donc un monde bancaire efficace, c'est un monde où il y aurait ça, d'une part un grand nombre de petites banques et d'autre part des systèmes d'organisation en commun. Ce qui nécessiterait évidemment qu'on supprime les législations anti-cartel. Comment revenir à ce monde? C'est pas évident, parce que je ne souhaite certainement pas qu'on y revienne par voie réglementaire. Il faut qu'on se rende compte, si véritablement on abandonnait l'idée qu'il y a un prêteur en dernier ressort, et peut-être de ce point de vue-là, un changement radical du système monétaire serait important si on introduisait, comme certains d'entre nous le souhaitent, la concurrence monétaire, la liberté monétaire, qu'on supprimait les banques centrales, qu'on n'aurait plus ce prêteur de dernier ressort. On se rendrait peut-être compte qu'on a une idée qui est trop technique des choses quand on parle des économies d'échelle, parce qu'une entreprise, plus elle est grande, plus elle a des déséconomies d'organisation. Gérer un très grand ensemble humain, c'est quelque chose de très difficile. Et par conséquent, il me semble que, pas seulement dans la banque, mais dans tous les domaines, avoir des systèmes beaucoup plus décentralisés avec des unités plus autonomes, si possible capitalistes, mais qui soient reliés entre elles par tout un réseau d'accords, ça serait un monde beaucoup plus efficace et beaucoup plus épanouissant en même temps pour les individus que le monde actuel. Mais c'est un retour en arrière sur beaucoup de choses. Et c'est ça la difficulté d'ailleurs de la réforme, c'est qu'il faudrait que tout se passe en même temps pour que, après une phase de transition qui forcément est difficile, on arrive à un monde qui soit différent. Et si on fait les réformes les unes après les autres, eh bien, elles ne donnent pas tout leur potentiel parce qu'elles ne sont pas liées à d'autres réformes. On a raté une belle occasion, je vous donne tout de suite la parole, on a raté une bonne occasion à propos des banques, c'est de ne pas leur laisser faire faillite. Ah ben oui. Pourquoi je vous fais cette remarque à l'instant? Pas du tout pour la développer. Pour ceux d'entre vous qui croient que les économistes, enfin les économistes libéraux, ça n'existe pas, les économistes. Il n'y a pas un économiste au monde, mesdemoiselles, messieurs, un économiste professionnel qui, pour répondre aux questions d'un système économique, dit l'économie de plan impérative est supérieure au marché. Donc économiste libéral, économie socialiste, ça n'existe pas. Il n'y a que des économistes. D'accord? Et il ne devrait y avoir que. Et ceci pour vous dire la chose suivante, très brièvement, rassurez-vous, mais qui est importante. Certains d'entre vous imaginent souvent que les économistes, et en particulier, horreur suprême, les économistes qui seraient libéraux, sont en faveur des gros. Je tiens à rappeler ici, à ta suite, écrite avec autrement de talent que j'aurais pu le faire dans ton dernier ouvrage, que le scandale absolu du dernier demi-siècle, le plus grand en économie, est le sauvetage des banques au prétexte too big to fail. Avoir sauvé les banques est absolument scandaleux. Alors, ne nous lançons pas dans une autre conférence, mais il y aurait le risque systémique. Quand nos collègues ont dit ce mot, qui ne veut rien dire en économie, le risque systémique, tout le système s'écroulerait. Si les banques s'étaient écroulées, est-ce qu'on aurait toujours besoin de monnaie, de crédit, que sais-je encore? Je vous assure, laissez faire la nature de façon spontanée, et vous auriez vu refleurir ces banques, dont je précise en parlant du 19e, sous ton autorité, Pascal, qu'il y avait cependant des crises bancaires. Mais la différence, il y en a une en Autriche redoutable,
en 1859 ce que les banques faisaient.